Dans les forêts profondes du Bénin, au cœur de la nuit la plus noire, se déroule un rituel que peu d'Occidentaux ont eu le privilège d'observer, le Egungun. Des hommes entrent dans une hutte sacrée au coucher du soleil, vêtus de leurs habits quotidiens, portant leur visage familier. Ils en ressortent à la tombée de la nuit, transformés. Leur corps ne leur appartient plus. Leur voix émane d'un autre monde. Ils portent des tissus qui ondulent comme si des esprits invisibles les animaient de l'intérieur. Les villageois reculent, tremblent, car ils savent qu'ils ne regardent plus des hommes. Mais voici ce qui trouble le plus les anthropologues. Ces hommes ne jouent pas les morts, ils deviennent les morts. Leur démarche porte la mémoire de ceux qui ont quitté ce monde depuis des générations. Leur voix transmet des messages qu'ils n'ont jamais entendus. Leurs gestes révèlent des histoires qu'ils n'ont jamais vécues. Comme si le masque ne cachait pas qui ils sont, mais dévoilait qui ils peuvent devenir quand ils cessent d'être eux-mêmes. Le plus troublant, cette transformation radicale nous révèle quelque chose d'inquiétant sur notre propre nature. Car maintenant, compte avec moi. Depuis ce matin, combien de toi différents as-tu été ? Peut-être le toi professionnel en visio, le toi patient avec tes enfants, le toi complice avec ta partenaire, le toi poli avec le livreur, le toi décontracté avec tes amis. Et si tu comptes honnêtement, tu découvriras que tu portes en moyenne 7 masques différents par jour, 7 personnalités distinctes, sans même t'en rendre compte, comme si tu étais possédé par une troupe d'acteurs invisibles qui se relayaient dans ta tête. Ces danseurs du Bénin ne font que révéler ce que nous faisons tous chaque jour, disparaître derrière nos masques pour laisser place à qui exactement ? Bienvenue dans Hypnose et Hérésie, une anatomie de l'invisible. Je suis Maëva, hypnothérapeute et préparatrice mentale. Ici, on explore ce que l'on préfère taire, les croyances limitantes, le stress, les peurs et les illusions du développement personnel. Bienvenue à toi dans cet espace où la complexité humaine n'est pas aplatie mais célébrée, où les contradictions sont explorées plutôt qu'effacées. Chaque épisode t'invite à une plongée profonde, où nous prendrons le temps d'examiner les nuances et les mécanismes subtils qui façonnent notre expérience intérieure. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des plus grands mystères de la condition humaine. Pourquoi diable sommes-nous tous des acteurs de théâtre 24 heures sur 24 sans même avoir auditionné pour le rôle ? Nous explorons comment l'art millénaire de porter des masques, des rituels sacrés aux déguisements d'Halloween, des selfies Instagram aux avatars numériques, révèle une vérité troublante. Nous ne portons pas nos masques, ce sont nos masques qui nous portent. Et parfois, ils nous emmènent dans des endroits que nous n'avions jamais imaginés, y compris vers des versions de nous-mêmes que nous ignorons posséder. Je vais te révéler un secret bien gardé. Tu sais quand Oscar Wilde écrivait « Donnez à l'homme un masque et il vous dira la vérité. Tes masques ne mentent pas. Ils révèlent des parts de toi que tu n'oseras jamais montrer à visage découvert. » Eh ben Oscar Wilde avait raison. Faisons un petit exercice ensemble. Je vais te demander de revivre ta journée d'hier, mais cette fois, comme un anthropologue étudiant une tribu fascinante. Et cette tribu, c'est toi. 7 heures du matin, tu te réveilles. Quelle est la première version de toi qui émerge ? Est-ce que c'est un toi groggy ? Est-ce que tu vas directement vérifier ton téléphone ? Et voilà la première transformation. 8h30, réunion Zoom, peut-être que tu ajustes ta voix, ta posture, ton vocabulaire, et tu endosses ton masque de professionnel compétent. Deuxième transformation. Arrive midi, pause déjeuner avec un collègue. Là, on relâche légèrement le masque professionnel pour laisser place à un toi plus décontracté, mais pas complètement. Parce que bon, ça reste le travail. 16h, appel avec tes parents, et boum, le toi filial fait son apparition, avec cette légère modification de voix qu'on adopte tous inconsciemment quand on parle à ses parents. 4e transformation. 18h, tu retrouves ton ou ta partenaire. 5e masque. 19h30, FaceTime avec ton meilleur ami. 6e masque. 20h30, tu croises ton voisin dans l'escalier. 7e masque de politesse. Et voilà, 7 personnalités différentes en une seule journée. Tu n'es pas un individu, tu es une entreprise de spectacle avec une distribution permanente. Et cette observation n'est pas anecdotique. Une étude fascinante publiée en 2019 par l'équipe du docteur Simin Vazir à UC Davis a analysé les interactions sociales de 434 personnes pendant 2 semaines. Ils ont découvert que nous adoptons en moyenne 5 à 9 personas, donc masques, distinctes par jour, chacune avec ses propres patterns linguistiques, gestuels et émotionnels.
L'étude était particulièrement ingénieuse. Les participants portaient des enregistreurs audio qui se déclenchaient toutes les 30 minutes pendant 30 secondes. En analysant plus de 15 000 échantillons, les chercheurs ont pu cartographier nos métamorphoses quotidiennes avec une précision chirurgicale. La révolution de l'expérience de Stanford. Parlons maintenant d'une des expériences les plus troublantes de l'histoire de la psychologie. 1971, Université de Stanford. Le professeur Philippe Zimbardo recrute 24 étudiants parfaitement normaux dans le sens psychologique du terme pour une expérience sur le comportement en prison. Voici le protocole. On divise au hasard les participants en gardiens et en prisonniers. Les gardiens reçoivent des uniformes, des matraques, des lunettes de soleil réfléchissantes, bref, un masque d'autorité. Quant à eux, les prisonniers reçoivent des numéros et des blouses. En gros, les masques de soumission. Zimbardo pensait observer ces rôles pendant 2 semaines. Sauf que l'expérience a dû être arrêtée au bout de 6 jours. 6 jours. Pourquoi ? Parce que les étudiants n'étaient plus en train de jouer leur rôle, ils les étaient devenus. Les gardiens, ces normopathes initialement doux et empathiques, développaient des comportements sadiques. Les prisonniers développaient des symptômes de dépression et d'anxiété aiguë, comme si les masques avaient littéralement reprogrammé leur personnalité en quelques jours. Ce que Zimbardo avait documenté sans le savoir, c'est le pouvoir neuroplastique des masques. Quand nous endossons un rôle, même artificiellement, notre cerveau commence à produire les neurotransmetteurs correspondants. Donc les gardiens produisaient plus de testostérone et moins d'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. Et les prisonniers montraient un pic de cortisol plus élevé, donc une réaction au stress. Donc le masque, il ne change pas seulement le comportement, il modifie littéralement notre chimie cérébrale. C'est un peu comme découvrir que ton déguisement d'Halloween transforme progressivement ton ADN. Imagine, chérie, je suis partie en vampire à la soirée, mais je crois que je vais rester un peu vampire toute la vie. Tu penses qu'on a du sang de groupe O dans le frigo ? Mais voici là où ça devient fascinant. Amy Cuddy, psychologue sociale à Harvard, s'est demandé « Et si on pouvait utiliser ce pouvoir de transformation consciemment ?» Et à bon escient. Son expérience, devenue l'un des TED Talks les plus vus de l'histoire avec 60 millions de vues, était d'une simplicité géniale. Elle a demandé à des participants d'adopter des postures de pouvoir, des power poses, pendant seulement 2 minutes. Une power pose, c'est par exemple les mains sur les hanches, les bras levés en V, le torse bombé, comme Wonder Woman ou Rocky Balboa après sa victoire. Et résultat, en 120 secondes, leur taux de testostérone augmentait de 16% et leur cortisol diminuait de 25%, juste en changeant leur posture, juste en changeant de masque corporel. Mais le plus stupéfiant, c'est quand ces mêmes personnes passaient ensuite un entretien d'embauche, elles étaient significativement plus susceptibles d'être embauchées. Pas parce qu'elles simulaient la confiance, mais parce qu'elles la ressentaient réellement. Et j'avoue, après avoir vu cette étude, j'ai moi aussi fait mes petites expériences. Donc régulièrement, je testais des Wonder Woman dans les toilettes avant de présenter des formations ou avant des prises de parole en public qui ne sont pas mon fort. Évidemment, personne ne s'en doutait, et tu sais quoi ? Bah ça marchait. Je me sentais plus assurée, plus fluide, comme si le masque de Wonder Woman avait déteint sur ma confiance réelle. Et c'est exactement ce que Amy Cuddy appelle « fake it until you become it », une version plus précise du fameux « fake it until you will make it ». Désolé pour l'accent. Son hypothèse de feedback corporel suggère que nos postures influencent nos hormones, et nos hormones qui influencent nos comportements, et nos comportements qui influencent donc nos résultats. Le masque corporel devient donc une réalité chimique, et ensuite une réalité sociale. Lévi-Strauss, c'est la sagesse des masques anciens. Claude Lévi-Strauss, le père de l'anthropologie structurale, a passé des décennies à étudier les masques rituels à travers le monde. Dans La Voix des masques, publié en 1979, il révèle quelque chose de troublant. Chez les Kwakwaka'wakw de Colombie-Britannique, Lévi-Strauss observe un rituel fascinant. Pendant les cérémonies d'hiver, les danseurs portent successivement différents masques d'animaux esprits. Mais voici le détail crucial. Selon la tradition, le danseur ne représente pas l'esprit, il le devient temporairement. Lévi-Strauss documente méticuleusement cette transformation. La voix du danseur change, devient gutturale pour l'ours, sifflante pour l'aigle. Sa démarche s'adapte, lourde et chaloupée pour l'ours, saccadée et précise pour le corbeau, comme si ses gestes portaient une mémoire qu'il n'avait jamais apprise. Et ce n'est pas du théâtre, c'est de la métamorphose neurologique ritualisée. Ce que Lévi-Strauss observait sans pouvoir l'expliquer, les neurosciences modernes le comprennent maintenant. Ces transformations activent ce qu'on appelle les neurones miroirs, des cellules qui s'activent quand nous observons ou imitons un comportement. Mais quand l'imitation devient assez intense et répétée, comme dans ces rituels,
elle crée de nouveaux réseaux neuronaux. Alors le masque programme littéralement de nouveaux patterns comportementaux. Nos ancêtres avaient compris quelque chose que nous redécouvrons péniblement. Les masques ne cachent pas la vérité, ils la révèlent. Ils permettent d'accéder à des aspects de nous-mêmes normalement inaccessibles. L'empire des masques numériques. Mais parlons maintenant de nos masques modernes, car si tu crois que nous avons abandonné les rituels de transformation, laisse-moi te présenter les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, autant de masques numériques sophistiqués que nos ancêtres chamaniques auraient envié. Regarde, je peux me transformer en influenceuse lifestyle en 3 clics, ou en expert en développement perso, ou en parent parfait. Trop bien. Sherry Turkle du MIT, dans son livre Alone Together, a mené une étude longitudinale sur 400 adolescents entre 2008 et 2015. Elle a découvert que nos identités numériques ne sont pas de simples représentations de nous-mêmes, mais qu'elles nous transforment rétroactivement. Voici comment fonctionne l'expérience. Turkle demande à des ados de créer des avatars pour différentes plateformes. Certains vont se créer des personas plus confiants, d'autres plus créatives et d'autres bien plus rebelles. Après 6 mois d'utilisation régulière, quelque chose de fascinant se produit. Les traits adoptés par leurs avatars commencent à apparaître dans leur personnalité réelle. L'ado timide, par exemple, qui joue au leader charismatique en ligne, développe progressivement de vraies compétences de leadership. Troublant, non? Imagine, tu crées un profil LinkedIn ultra professionnel, tu postes un contenu expert, tu reçois des likes et des commentaires admiratifs, ton cerveau sécrète de la dopamine. Tu commences à te voir comme un expert alors. Tu développes une vraie expertise pour valider cette image. Et le masque LinkedIn est devenu ta réalité professionnelle. Bref, tu as été reprogrammé par ton propre avatar. Mais attention, Turkle documente aussi le côté sombre, car ces transformations peuvent créer ce qu'on appelle la dissociation numérique, quand nos différents masques en ligne deviennent si nombreux et contradictoires qu'on perd le fil de qui on est vraiment. C'est comme être possédé par trop d'esprits à la fois. Ça finit par faire du bruit dans la tête. Quand les masques se brisent, les troubles dissociatifs de l'identité. Il existe une frontière cruciale entre être un caméléon conscient et être fragmenté malgré soi. Une frontière entre choisir ses masques et être possédé par eux sans pouvoir les contrôler. Parlons maintenant des troubles dissociatifs de l'identité, anciennement appelés personnalités multiples. Car si nous venons de célébrer notre capacité de transformation, il serait malhonnête d'ignorer que cette même capacité peut se transformer en prison neurologique. L'histoire de ce diagnostic est fascinante et troublante. Tout commence en 1957 avec le livre The Three Faces of Eve, les 3 visages d'Ève, puis explose en 1973 avec Sibylle. Sibylle, c'est l'histoire d'une femme supposée avoir 16 personnalités distinctes. Et ces cas deviennent des phénomènes médiatiques, inspirent des films, des livres et des séries. Le problème, c'est que des décennies plus tard, on découvre que Sibylle était largement une fabrication. Sa thérapeute, Flora Reta Schreiber, avait littéralement induit ses personnalités sous hypnose et sous drogue. Et le patient lui-même a admis plus tard avoir inventé plusieurs personnalités pour faire plaisir à sa thérapeute. Dommage. Mais c'est trop tard. Les années 80-90 voient exploser les diagnostics de TDI. Soudain, tout le monde a des alters. C'est l'époque de ce qu'on appellera plus tard l'épidémie des personnalités multiples. Une étude publiée en 1999 dans le Journal of Nervous and Mental Disease révèle des chiffres stupéfiants. Entre 1985 et 1995, les diagnostics de TDI aux États-Unis sont passés de quelques dizaines de cas par an à plus de 20 000. 20 000, une multiplication par 1000 en 10 ans. Statistiquement impossible, sauf si le diagnostic était devenu à la mode. Cela ne signifie pas bien sûr que le TDI n'existe pas. Ils existent. Certains cas sont réels, documentés et reflètent des traumatismes profonds. Mais il faut comprendre la différence fondamentale entre nos masques adaptatifs et la dissociation pathologique. Pour les vrais TDI, la fragmentation de l'identité résulte de traumatismes sévères répétés, généralement dans l'enfance. Alors le cerveau, qui est incapable de traiter l'insurmontable, se divise, entre guillemets, pour survivre. Certaines parts de la personnalité portent les souvenirs traumatiques, d'autres les émotions, d'autres encore maintiennent le fonctionnement quotidien. Donc contrairement à nos masques sociaux conscients, ces alters émergent sans contrôle volontaire et souvent avec des amnésies complètes entre les épisodes. Par exemple, la personne peut se réveiller dans un endroit inconnu, avec des objets qu'elle ne se souvient même pas d'avoir achetés, ou découvrir qu'elle a eu des conversations dont elle n'a eu aucun souvenir. Et là, c'est la version soft. Donc c'est une souffrance immense, pas une créativité identitaire, c'est vraiment une prison dissociative et pas une liberté. Et puis bien sûr, il faut aussi distinguer les TDI de la schizophrénie.
C'est une confusion que font allègrement les médias et même parfois certains professionnels. La schizophrénie implique des hallucinations, des délires, une désorganisation de la pensée. Dans les TDI, il n'y a pas d'hallucination, il y a juste différentes facettes de la même personne qui émergent de manière alternative, chacune son tour. Ce serait comme confondre un acteur qui joue plusieurs rôles avec quelqu'un qui entend des voix imaginaires dans sa tête. Ce sont deux phénomènes complètement différents. Et ce qui me trouble en tant que thérapeute, c'est cette tendance moderne à pathologiser toute forme de multiplicité identitaire. J'ai vu des adolescents s'auto-diagnostiquer des TDI sur TikTok, parce qu'ils se sentent différents selon les contextes, comme si avoir plusieurs facettes était automatiquement un trouble mental. Et encore, là je parle même pas des HPI, TDAH et compagnie, on en reparlera. Donc non, se sentir différent au travail avec ses amis, ce n'est pas un trouble dissociatif. Avoir des humeurs variables n'est pas non plus un TDI, ni comme porter différents masques sociaux. Un vrai TDI implique une fragmentation involontaire, des pertes de mémoire significatives, une détresse clinique majeure et généralement des antécédents de traumatisme sévères. L'hypnose, quand le masque rencontre l'inconscient. Et c'est ici que l'hypnose entre en jeu. Car qu'est-ce que l'hypnose sinon l'art de porter consciemment le masque de notre meilleur potentiel ? En consultation, j'observe quotidiennement cette magie. Mes clients arrivent souvent en portant des masques limitants qu'ils ont endossés depuis l'enfance. Il pourrait y avoir le masque de la personne qui n'a pas confiance en elle, le masque de celui qui échoue toujours, le masque de celle qui ne mérite pas d'être aimée. Et l'hypnose permet d'enlever temporairement ces masques contraignants pour en essayer de nouveaux. Donc sous hypnose, cette femme qui se croit nulle en prise de parole peut expérimenter le masque de l'oratrice confiante. Cet homme qui se pense incapable d'être créatif peut enfiler le masque de l'artiste inspiré. Et ce qui se passe neurobiologiquement est fascinant. L'état hypnotique permet de court-circuiter les patterns neurologiques habituels, ces autoroutes neuronales qui nous maintiennent dans nos identités limitées. Donc nous pouvons temporairement essayer de nouveaux circuits neuronaux. Et comme avec les masques rituels, si l'expérience est assez intense et répétée, ces nouveaux circuits peuvent se stabiliser. Alors, le masque hypnotique devient une nouvelle réalité neurologique. C'est pourquoi je dis souvent à mes clients, on va jouer à faire semblant que vous êtes déjà la personne que vous voulez être. Au début, ils trouvent ça un peu bizarre. Ils disent bah oui, mais c'est juste de la simulation. Et oui, c'est exactement ça. Et c'est précisément pour ça que ça fonctionne. Parce que votre cerveau ne fait pas la différence entre simuler la confiance et avoir confiance. Ce sont les mêmes réseaux neuronaux qui s'activent. Les masques du théâtre. Parlons maintenant du lieu où l'art du masque atteint sa quintessence. Le théâtre. Car nos ancêtres n'avaient pas inventé le théâtre pour se divertir. Ils l'avaient créé pour se transformer. Dans la Grèce antique, les acteurs portaient des masques appelés prosopons, littéralement ce qui fait face. Ces masques n'étaient pas de simples déguisements. Ils amplifiaient la voix grâce à leur forme concave, ils permettaient à un acteur de jouer plusieurs rôles. Et surtout, ils autorisaient l'expression d'émotions socialement inacceptables. Sous le masque de Médée, un homme pouvait exprimer une rage meurtrière. Sous le masque de Dionysos, il pouvait explorer sa nature sauvage. Le masque offrait une permission sociale temporaire d'être quelqu'un d'autre. Au Japon, l'art du no pousse cette transformation encore plus loin. Les masques no sont sculptés avec une subtilité extraordinaire. Selon l'angle de la lumière, le même masque peut exprimer joie, tristesse, colère ou sérénité. Mais voici le secret. Ce ne sont pas les masques qui changent d'expression. C'est l'acteur qui, en modifiant subtilement l'inclinaison de sa tête, révèle différentes facettes du masque. Alors l'acteur et le masque co-créent l'émotion. Zeami, le maître fondateur du no au XIVe siècle, écrivait « Ce que l'on ne voit pas est la fleur ». Car pour lui, le masque ne cache pas l'essence de l'acteur. Il révèle ce qui est normalement invisible, le potentiel de transformation de l'être humain. Et c'est exactement ce qui se passe avec tes masques quotidiens. Ils ne cachent pas qui tu es, ils révèlent qui tu peux devenir selon les circonstances. Ton masque professionnel révèle ta capacité de structure, ton masque parental révèle ta capacité de protection, et ton masque amoureux révèle ta capacité de vulnérabilité. Chaque masque est une facette de ton potentiel humain. La magie sombre d'Halloween. Parlons maintenant d'un phénomène fascinant qui se déroule chaque année sous nos yeux et que nous prenons pour un simple divertissement. Halloween. Car derrière cette tradition commercialisée se cache l'un des derniers rituels de transformation collective de l'Occident moderne. À l'origine, Samhain, la fête celtique ancestrale, marquait le moment où les frontières entre les mondes s'amincissaient.
Les morts pouvaient traverser, mais surtout, les vivants pouvaient temporairement cesser d'être eux-mêmes. Porter un masque n'était pas un déguisement, non, c'était une protection, mais aussi une permission. Aujourd'hui, observe ce qui se passe le 31 octobre. Des millions de personnes civilisées enfilent des masques et se transforment pour une nuit. La comptable sage devient une sorcière provocante, l'avocat rigide se mue en pirate rebelle, et l'adolescente timide endosse le costume de super-héroïne. Une étude menée en 2018 par l'équipe du docteur Jennifer Acker à Stanford a analysé le comportement de 2400 personnes pendant Halloween. Résultat stupéfiant, les participants adoptaient des patterns comportementaux radicalement différents selon leur déguisement. Ils étaient par exemple plus assertifs en super-héros, plus séducteurs en vampires et plus audacieux en pirates. Le plus fascinant, ces transformations ne durent officiellement qu'une nuit, mais laissent des traces neurologiques durables. Comme si Halloween était devenu notre rituel annuel de mise à jour identitaire. C'est un peu notre version édulcorée et commerciale des cérémonies de transformation ancestrale. Mais voici ce que l'industrie du costume ne dira jamais. Les masques les plus populaires révèlent nos aspirations refoulées. Les enfants choisissent leurs super-pouvoirs secrets. Les adultes, eux, expriment plutôt leurs fantasmes interdits. Et Halloween devient un recensement annuel de nos identités cachées. Pense à ton dernier déguisement. Pas celui que tu as choisi pour faire rire ou par facilité. Celui qui t'a vraiment attiré. Celui qui a réveillé quelque chose en toi. Et cette version de toi que tu as endossée pour quelques heures, que révélait-elle sur qui tu aimerais secrètement être le reste de l'année? Car c'est exactement ce que faisaient nos ancêtres avec leurs masques rituels. Ils ne se déguisaient pas pour fuir leur identité, ils se transformaient pour révéler des aspects cachés de leur être. L'art de choisir les masques. Alors comment reprendre le contrôle? Comment passer du statut de marionnette inconsciente à celui d'alchimiste de tes propres transformations? Première étape, faire l'inventaire de ta garde-robe identitaire. Alors pendant une semaine, note chaque masque que tu portes. Il pourrait y avoir le toi du matin versus le toi du soir, le toi avec tes parents versus le toi avec tes amis. Et l'idée c'est vraiment pas de les juger ces masques, c'est juste de les observer avec la plus grande curiosité. Deuxième étape, identifie les masques que tu subis versus ceux que tu choisis. Quels sont ceux que tu endosses automatiquement, par conditionnement? Et quels sont ceux que tu portes consciemment, par créativité, par volonté? Parce qu'en général, les masques qu'on subit nous épuisent, tandis que les masques qu'on choisit nous énergisent. Troisième étape, l'expérimentation consciente. Choisis délibérément un masque d'expérimentation pour une journée. Ce masque peut être un peu différent, moyen différent ou radicalement différent. L'idée, c'est simplement qu'il soit légèrement décalé de ton habituel. Par exemple, un peu plus assertif si tu es généralement en retrait, plus vulnérable si tu es toujours dans le contrôle, ou plus joueur si d'habituellement tu es plutôt sérieux. Et observe ce qui change, dans tes sensations corporelles, dans tes interactions, dans tes réactions aux autres, et tu découvriras peut-être que ce faux toi révèle quelque chose d'étonnamment authentique. Car voici le secret. L'authenticité n'est pas de trouver ton vrai moi caché quelque part. L'authenticité, c'est devenir conscient de ta capacité de transformation et l'utiliser avec créativité et bienveillance. Tu n'es pas quelqu'un qui porte des masques, tu es l'artiste de tes propres métamorphoses. Dans l'ancienne tradition zen, il existe un enseignement troublant appelé Mujo, l'impermanence universelle. Selon cette sagesse, rien dans l'univers n'a d'essence fixe, tout est en transformation perpétuelle, y compris notre identité. Les maîtres zen racontaient que nous sommes comme des nuages, nous prenons 1000 formes différentes, nous nous transformons sans cesse, et aucune de ces formes n'est plus vraie qu'une autre. Le nuage qui ressemble à un dragon n'est pas plus authentique que celui qui ressemble à une montagne. Cette sagesse millénaire avait anticipé ce que nous redécouvrons aujourd'hui. Nous ne sommes pas des êtres figés qui portent des masques, nous sommes des processus vivants de transformation. Chaque masque que nous portons fait partie de notre danse cosmique avec l'existence. D'ailleurs, en parlant des masques et de transformation, tu as peut-être remarqué que j'endosse moi-même plusieurs masques dans ce podcast. La thérapeute sérieuse, la critique acerbe de l'industrie du développement perso, la conteuse mystérieuse et parfois l'humoriste un peu raté. Et si un de ces masques t'a suffisamment plu pour avoir envie de continuer cette exploration avec moi, eh bien il existe un tout petit bouton magique qui te permet de t'abonner, et puis un autre qui permet de laisser des petites étoiles. C'est comme enfiler le masque de l'auditeur complice qui aime les contenus dérangés. Et statistiquement, les gens qui portent ce masque sont 73% plus heureux en général. Bon, j'ai inventé cette statistique, mais qui sait? Car au fond, nous sommes tous des alchimistes de l'identité.
Nous pouvons subir nos transformations ou les orchestrer. Nous pouvons porter nos masques avec lourdeur ou avec grâce. Nous pouvons les laisser nous emprisonner ou nous en servir pour explorer nos potentiels infinis. Comme l'écrivait Oscar Wilde, donnez-lui un masque et il vous dira la vérité. Et peut-être que la plus grande vérité sur toi-même n'est pas cachée sous tes masques. Peut-être qu'elle se révèle à travers eux. Et peut-être que ton authenticité suprême consiste précisément à embrasser ta nature de métamorphe conscient. Cette exploration de nos transformations identitaires nous mène naturellement vers un territoire encore plus vertigineux. Celui de nos pensées elles-mêmes. Car si nous portons des masques multiples dans nos interactions, qui donc parlent réellement dans notre dialogue intérieur? Dans notre prochain épisode, nous plongerons dans les méandres de cette conversation permanente que nous entretenons avec nous-mêmes. Et nous découvrirons peut-être que cette voie que tu prends pour la tienne est en réalité un cœur d'étranger. Mais d'ici là, je t'invite à une petite expérience joyeuse. Demain matin, devant ton miroir, souris et dis-toi « Bonjour magnifique nuage ». Parce que oui, ça prête à rire, mais c'est exactement ce que tu es selon la sagesse zen. Un être capable de 1000 formes, de 1000 expressions, tout aussi authentiques les unes que les autres. Alors porte tes masques avec fierté, créativité et conscience. Danse avec tes transformations comme les nuages dansent dans le ciel. Joue avec tes identités multiples comme un enfant joue avec ses déguisements préférés. Parce que tu n'es pas condamné à être une seule version de toi-même, tu n'es pas limité à une personnalité figée. Tu as la liberté extraordinaire d'être un orchestre entier, une troupe de théâtre complète, une galaxie d'expressions humaines. C'était Maëva, et je te retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration des profondeurs de notre merveilleuse, complexe et infiniment créative condition humaine.